Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Nous allons parler du règlement 14 de l'UEMOA, le règlement 14 très connu dans la sous-région. Il s'agit du règlement numéro 14 2005 CM-UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour aborder ce vaste thème, nous avons sur ce plateau M. Sidiki Abouakar Touré, qui est le directeur des infrastructures à la commission de l'UEMOA. Bonjour M. Touré. Bonjour M. le directeur. Et merci de votre disponibilité à répondre favorablement à notre invitation pour parler de ce thème qui a souvent fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le règlement 14 est très connu. Il a été adopté depuis 2005 par les États membres de l'UEMOA. Tout d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas bien, présentez-nous ce règlement. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il faut dire que le règlement 14 de 2005 a un prédécesseur. C'est une décision de la CEDEAO qui date donc de 1996 et qui édicte donc deux normes. La norme de construction, de conception de la route, c'est 13 tonnes à l'essieu. Mais la norme d'exploitation, c'est 1 tonne 500 à l'essieu. C'est ce qui permet, c'est le respect de ces normes-là qui nous permet d'avoir une durée de vie de 15 à 20 ans. Donc le règlement 14 vient pour compléter le texte de la CEDEAO. Parce qu'il va édicter les normes de contrôle, mais également il va donc contrôle de la charge du poids, le poids total des différents types de camions, la charge à l'essieu, le gabarit. Le gabarit, c'est la largeur, c'est la hauteur et c'est la longueur du camion. Donc, et la charge à l'essieu en français facile, c'est quoi? Pour savoir ce que c'est que les essieux d'un camion, il faut regarder le camion de profil et compter le nombre de pneus qu'on voit. Et chaque axe de pneus correspond donc à un essieu. Donc les pneus sont montés sur les essieux. Et donc le véhicule est construit en fonction de la structure du camion, lorsqu'il y a, en fonction des essieux. Et le montage des essieux entre eux, donc il y a des poids maximum qui ne peuvent pas dépasser. Alors, pour mieux résumer, comme vous dites, le règlement 14 permet de préserver les infrastructures routières dans notre sous-région. Ce règlement, pour faciliter son application, qu'est-ce que la commission de l'UEMOA a entrepris? On va remonter un peu dans l'histoire. Donc le règlement a été pris en 2005. Il y avait un moratoire de 2 ans. Donc jusqu'en 2007, les États devaient créer les conditions de son application. Sauf qu'en 2008, il y a une étude de la région, une étude qui a été menée dans la région par l'UEMOA et d'autres partenaires, et qui ont montré que 70 à 80% des camions étaient surchargés. Donc les camions sur nos réseaux étaient surchargés. Donc je dis bien 70 à 80%. C'est énorme ça. C'est énorme. Et c'était courant de voir sur nos réseaux des véhicules dimensionnés pour supporter 60 tonnes, avec des charges de plus de 100 tonnes. Donc, naturellement, c'était des dangers du simple au double. Le maximum qui a été pesé sur notre région, c'était un camion de 143 tonnes, qui à l'origine est construit pour transporter 59 tonnes, disons 60 tonnes. Donc, c'est quasiment le triple, plus du triple que ce camion transportait. Donc, et cette étude avait surtout montré l'incidence financière de la surcharge. Dans plusieurs États, on avait quand même un coût annuel de 30 à 60 milliards de francs CFA par an. Donc largement au-delà des ressources que les États déployaient pour faire l'entretien routier. Donc c'était la première alerte. Le second élément indicateur qui est important, il faut retenir qu'il y a un indicateur universel qui s'appelle le coefficient d'agressivité moyen, que nous appelons techniquement le CAM. Ce CAM-là, la norme c'est 1. C'est-à-dire que si vous avez un coefficient d'agressivité de 1, vous respectez les charges, donc votre chaussée peut durer 20 à 30 ans. Et donc en 2013, dans les années 2010, on avait des coefficients d'activité moyens de 7.
Le minimum, c'était 5 dans la région. Donc, vous voyez un peu, en fait, c'était le péril. C'est-à-dire des routes qui étaient dimensionnés, on a eu des cas dans notre région, des routes qui étaient dimensionnées pour durer 15 à 20 ans, étaient parties au bout de 3 ans, même 2 ans. On a eu une route dans la région qui était partie au bout de 2 ans. On ne pouvait pas continuer. 2 ans après sa construction. 2 ans après sa construction, c'est-à-dire que l'État n'a même pas commencé à rembourser, en réalité, l'emprunt pour réaliser la route. Elle était partie. Ah, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Donc déjà en 2009, 2010, l'UEMOA, avec les États, ont commencé à dialoguer. Comment est-ce que faire pour circonscrire le mal? Donc l'UEMOA, avec les États, 3 actions majeures ont été menées. Les États, leur problème, c'était déjà de sensibiliser. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait une forte résistance des acteurs de transport au début. Donc il fallait mener la sensibilisation. Donc l'UEMOA a fait ce dialogue, a conduit ce dialogue avec les États, les acteurs de transport, les administrations. Donc on a eu plusieurs réunions ministérielles qui ont permis donc, vraiment de sensibiliser, de parler le même langage. De parler le même langage. L'autre axe sur lequel l'UEMOA travaille, c'est les investissements. Les États disent, OK, nous, on veut bien appliquer, mais on n'est pas équipé. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'équipement. Donc l'UEMOA a pris sur elle d'équiper chaque État d'une station de pesage. Donc aujourd'hui, on a 7 stations de pesage entièrement construites. Et la dernière est en cours de travaux à Bissau, en Guinée-Bissau. Donc l'UEMOA a mobilisé un financement d'environ 10 milliards de francs CFA pour accompagner les États à leur doter d'équipements fixes, donc stations de pesage fixes, accompagner également des équipements mobiles pour pouvoir faire la pesée. Et donc le troisième axe d'intervention de l'UEMOA, ça a été la gouvernance. Comment faire pour qu'on continue d'accompagner les États? Ils mettent le dialogue, ils font les efforts, mais il faut qu'on les accompagne. Donc il faut harmoniser les outils. Et puis voir comment est-ce qu'on peut faire le suivi et l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités. Je prends un exemple simple. Un camion, il part d'un port, il est chargé. Au départ, il peut respecter la charge, le poids total. Sauf que si la charge n'est pas correctement répartie sur les essieux, le camion peut être norme au poids total et ne pas être norme à la répartition par essieu. Donc ce camion est en surcharge. Donc ça demandait un renforcement des capacités des acteurs, notamment les manutentionnaires, pour qu'ils comprennent bien comment aux techniques de chargement. Donc quand on a fait ça, ensuite on a bâti toute la stratégie de suivi-évaluation. Cette stratégie, c'est des missions d'évaluation de l'UEMOA, mais c'est surtout l'appareil statistique qu'on a pu mettre en place. On s'est accordé avec les États sur un format de données. Les pesées se font au quotidien. Les données sont stockées sur le serveur des États. Et nous, à l'UEMOA, on a monté une plateforme avec droit d'accès pour chaque État. De sorte que chaque trimestre, nous avons dans notre base de données toutes les pesées dans tous les États. J'ai pu dire aujourd'hui qu'on est à plus de 10 millions d'enregistrements qui nous permet vraiment de suivre, de voir comment la surcharge est contrôlée, de voir comment évolue le coefficient de l'agressivité, et puis donc de sortir des alertes que la commission de l'UEMOA adresse aux États et qui est examinée à travers les réunions d'experts, à travers les réunions des ministres. C'est ce dispositif-là qui nous a permis progressivement d'aller vers une amélioration de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Vous parlez d'amélioration de la situation après tout ce dispositif qui a été mis en place. Quel est réellement aujourd'hui l'état de mise en œuvre de ce règlement? On a fait des progrès. Je prends les indicateurs. Aujourd'hui, le taux de camions en surcharge moyen autour de 40-45%. Donc on est passé de 70 à 80%. Environ 40-45%. La surcharge moyenne, c'est-à-dire le volume de tonnes en surcharge, qui était au-delà de 10%, aujourd'hui, on est autour de 5%, enfin de 5 tonnes. On a fait un progrès. Et l'élément le plus important, c'est l'agressivité. Je disais tantôt qu'on était à un coefficient national de 7. De 7, contre la norme qui est de 1. Aujourd'hui, nous avons quand même réussi à avoir un CAM entre 2,8 et 3. C'est la norme dans la région. Et surtout, les États, c'est la tolérance de 15% aujourd'hui qui est en application. On n'est pas loin de la norme internationale qui est autour de 5%. Donc on pense que le prochain effort, c'est de pouvoir descendre autour de 10%. Et de respecter la norme internationale. Maintenant, donc on a fait ces progrès et
un autre élément qui est important, c'est comment le délestage. Parce que le règlement 14 veut que lorsqu'un camion est pris en surcharge, il doit être immobilisé et la surcharge doit être délestée. C'est-à-dire tout ce qui est en surplus doit être déchargé aux frais du transporteur. Donc là, aujourd'hui, comment on enregistre des progrès dans ce sens. Des États appliquent aujourd'hui là le délestage. Un autre progrès, c'est le fait que de plus en plus, les plateformes, les ports déjà se sont équipés pour l'essentiel. Donc c'est le lieu de départ de la cargaison. Donc si on arrive à être respectueux des normes au point de départ, on s'est dit, bon, ce qui va se retrouver sur le réseau, on peut le qualifier de résiduel. Donc les ports ont fait l'effort de s'équiper, de contrôler. Plateforme de pesage. Les plateformes, donc les cimenteries, les industriels également, sont entrés dans la danse. Quelles sont les difficultés de mise en œuvre de ce règlement qui a quand même fait couler beaucoup d'encre de salive dans certains États? Il faut comprendre déjà la structure de notre transport dans l'Afrique de l'Ouest. On a 90%, c'est ce que disent les écrits, 90% de l'offre de transport aujourd'hui est supportée par la route. Or, la règle veut que le transport de fret, ce qu'on appelle le transport de masse, et sur les longues distances, se fasse plutôt par voie ferrée. La voie ferrée qui est insuffisante, qui est insuffisante, qui est quasiment inexistante. Aujourd'hui, qui est même mort. Parce que la voie ferrée offre des charges à l'essieu d'autour de 20 tonnes à 25 tonnes. Donc c'est quasiment le double de ce qu'offre la route. La route, absolument. Donc, disons, ce n'est pas du tout la même catégorie. Donc si on arrivait à développer le transport ferroviaire, on aurait réglé en grande partie la question de la surcharge. Un autre élément important, c'est la structure même du transport. Vous avez des camions qui sont vieux, pour l'essentiel. Alors, les camions à vide déjà avaient des poids qui faisaient que, quand on n'a même pas atteint le poids normal que le camion en surcharge. Parce que lui-même à vide, là, il pèse. Il pèse. Donc ça, c'était une contrainte. L'autre contrainte, c'était la tracasserie routière. Le camionneur, il dit, moi, quand j'ai fait 1200 km entre Ouagadougou et Abidjan, je rencontre un nombre incalculable de checkpoints sur la route. Je paie ce qu'on appelle les frais de route. Mais qui paie à la fin? C'est le consommateur. C'est le consommateur. Donc le transporteur se dit, bon, écoute, j'intègre ces faux frais-là sur ma charge. Donc je surcharge. Et ce que je vais payer sur la route là, je vais rattraper avec la surcharge que ça va compenser. Voilà. Et puis bien évidemment, il y a un autre élément aussi qui est important. Dans le transport, les transporteurs disent que le transport n'est pas rentable. La rentabilité est faible. Mais en réalité, dans le transport, ce n'est pas la surcharge qui entraîne la rentabilité, mais c'est la rotation. C'est-à-dire qu'un camion, il part, il fait 1200 km, qu'il arrive au port, il fait un jour, 2 jours, il a le frais retour. Mais notre transport n'est pas structuré de cette façon. Il n'y a pas un dialogue direct entre les offres, enfin, les propriétaires de fret et les transporteurs. Les transporteurs. Ensuite, donc quand le camion il va au port, il va faire ce qu'on appelle, il va attendre son tour, ce qu'on appelle le tour de rôle. Et ça peut durer des semaines. Alors un moteur n'est pas censé s'arrêter, il doit tourner. Aujourd'hui, le défi qu'on a, c'est la modification anarchique des camions. Et ça, on est en discussion avec les États. C'est une grosse difficulté, surtout pour les États à l'interland, où effectivement les parcours sont longs et il faut pouvoir donc mettre la surcharge. Mais cette modification-là, elle doit obéir à des normes. Et elle doit être contrôlée au niveau des contrôles techniques des véhicules. Des véhicules. Parce que normalement, un véhicule modifié, la carte grise doit indiquer la silhouette du camion. Monsieur Touré, aujourd'hui, pour lever ces goulots d'étranglement, que préconisent les États et au niveau de la commission de l'UEMOA, quelles sont les prochaines étapes? D'accord. Aujourd'hui, les États se sont engagés vraiment dans la poursuite du dialogue. Quand vous êtes dans les États, quand une décision va être prise, les acteurs du transport sont associés. Après, ceux qui vont faire la sensibilisation sur le terrain. C'est un acquis très très important. Un autre élément que les États ont entamé, c'est de dire on va renouveler le parc. Parce qu'on va mettre sur le réseau des véhicules modernes, plus adaptés aux normes de construction, aux normes d'exploitation. Donc la plupart des États ont engagé
des mécanismes de renouvellement du parc. Généralement, on les appelle les primes à la casse. C'est-à-dire que vous avez un véhicule vieux, on vous fait des facilités fiscales, on crée les conditions pour acquérir de nouveaux machins et vos anciens véhicules vont à la casse. Donc ce dispositif est en cours dans la région et je pense que de plus en plus quand même on voit sur le réseau des camions de meilleur état, des camions neufs qui sont respectueux des normes. L'autre élément important aussi, c'est la professionnalisation du secteur du transport. Il y a un autre défi, c'est la construction, c'est le dimensionnement de la construction des routes. C'est vrai, dans le jargon populaire, quand une route se dégrade, tout de suite on dit les ingénieurs, ils n'ont pas correctement fait leur travail. En réalité, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un changement climatique. Donc notre approche de construction, d'exploitation des routes, il y a 20 ans, doit nécessairement évoluer. C'est pour cela que depuis, je crois, 2021-2022, moi avec les États, nos partenaires, on a commencé à mener une réflexion. Comment dimensionner des routes dans le nouveau contexte? Comment nos matériaux se comportent dans cet environnement-là? Le changement climatique. Tout à fait. Comment? Parce que dans le dimensionnement de la route, vous avez le trafic, vous avez la pluviométrie, mais vous avez aussi la température ambiante. Or, cette température ambiante a tendance à se réchauffer. Surtout dans notre sous-région. Dans notre sous-région. Lorsque vous avez une température moyenne de, je sais pas moi, 38 degrés, sur du bitume, un produit chimique qui va lui-même dégager sa propre chaleur. Donc en réalité, et la vitesse de la voiture, donc le contact entre la roue, le bitume et la vitesse, c'est 38 degrés là, vous êtes facilement à 50 degrés. Comment les matériaux de construction vont se comporter dans cet environnement-là? Donc, on a mené des réflexions, donc il y a un texte qui est en cours donc, sur la méthode de dimensionnement des chaussées. L'autre élément, c'est les conditions d'exploitation. Dans le contexte où la température ambiante monte, si vous remarquez les voies, si vous prenez des routes, surtout dans les rampes, ce qu'on appelle les côtes dans le langage populaire, vous allez constater qu'il y a aussi, au passage des pneus des routes, il y a un affaissement de la chaussée. En réalité, et souvent c'est ça au niveau des feux, parce que le véhicule au ralenti, la charge est quasiment verticale sur la chaussée. En réalité, c'est les effets combinés de la surcharge et du changement climatique. Voilà. Donc nous réfléchissons avec les États comment exploiter, mieux exploiter nos routes. Est-ce qu'il faut que ces camions, ces gros camions surchargés roulent, je ne sais pas moi, entre 11h et 15h? Est-ce qu'il ne faut pas économiser cette période-là de manière à ce que la circulation des poids lourds se fasse à des heures où il fait moins chaud? Donc on attend de réfléchir à tout ça, on a préparé des projets qu'on a en discussion avec les États. Et bien évidemment, on continue donc de développer notre appareil statistique pour pouvoir communiquer avec des éléments factuels. Si on dit que les États disent « moi j'applique, l'autre n'applique pas », c'est ce discours qu'on a souvent entendu. Mais on le vérifie comment? Avec l'appareil statistique. Donc notre appareil aujourd'hui, nous sommes capables de dire « attention, sur le trimestre dernier, voilà les États où on a quand même enregistré les meilleures performances. Là où ça a été moins bon, voici l'effet de l'agression de la surcharge sur vos tronçons. Et on est capable de cartographier les tronçons qui sont exposés. On pourra mettre des supports à votre disposition. Donc c'est ce dialogue-là, ce sont ces équipements-là, ces appareils, ces indicateurs qui alertent les États sur donc l'application de la loi 14. C'est un chantier qui est vaste, mais il est aussi très très passionnant. Et nous pensons que la Commission et les États ont fait beaucoup de progrès sur les 10 dernières années. Effectivement, comme vous le dites, le sujet est très passionnant, très vaste. Et nous pensons que c'est un dialogue qui va se poursuivre pour parvenir à de meilleurs standards. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Aboubacar Sidiki Touré, qui est le directeur des infrastructures au sein de la commission de l'UEMOA. Et avec lui, nous avons parlé des questions de surcharge sur nos routes. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.